jury, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous nous présentons devant vous ce jour pour vous faire part du travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre stage de fin de cycle. Le sujet soumis à notre étude s'intitule « Étude des algorithmes d'apprentissage dans un environnement hétérogène » et nous avons utilisé un cas pratique sur la détection de la fraude. Ce travail a été réalisé par M. Ibrahim Alimadi en ma personne sous la supervision du professeur Suleiman Koussoubé, sous l'encadrement de M. Rodrigue Chokoté. Alors, pour mieux présenter notre travail, nous l'avons structuré comme suit. Nous allons commencer par une généralité pour situer un peu le contexte et les domaines d'études. Puis, nous allons passer à une étude comparative des algorithmes d'apprentissage, du machine learning puis du deep learning. On passera après présenter un panorama des bibliothèques et outils existants. Viendra alors la démonstration, puis le bilan et la conclusion. Alors, nous avons été accueillis à Techno Mega Partners, une structure qui est un cabinet d'innovation technique qui allie créativité et savoir-faire et qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique au Gabon. Alors, étant orienté vers l'innovation, la structure a mis en place ce projet pour avoir une maîtrise suffisante des technologies et outils liés à la Big Data pour ensuite accompagner ses partenaires présents et futurs. C'est pourquoi ce thème qui s'intitule « Étude des algorithmes d'apprentissage » nous est attribué. Alors, pour mener à bien ce travail, nous nous sommes posé les interrogations suivantes. Sur quelle architecture utiliser pour l'exploitation efficiente des données? Quel algorithme d'apprentissage utiliser? Pourquoi, quand et comment le faire? Quel processus adopter pour l'analyse pertinente des données? Comment assurer l'évolutivité et la performance des modèles? Sur ce, nous avons mené notre travail sur ces interrogations. Alors, les objectifs que nous nous sommes fixés pour mener à bien ce travail étaient, en bref, d'établir une étude comparative sur des algorithmes d'apprentissage, de dresser un panorama sur les outils utilisés actuellement pour l'apprentissage automatique, de proposer une architecture Big Data pour implémenter de façon contenue les algorithmes d'apprentissage et de présenter un cas d'étude sur la détection de la fraude. Alors, l'intelligence artificielle, cette science-là même qui est née au début du siècle dernier, qui s'est fixé comme objectif, qui est un ensemble de théories, de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables d'assimiler de l'intelligence, a relativement évolué durant la dernière décennie dû à la puissance de calcul des ordinateurs. C'est pourquoi le machine learning, ces méthodes donneront lieu au deep learning, ont permis de développer l'apprentissage automatique. Alors, sur ces domaines, un domaine aujourd'hui chapeaute, pour ne pas dire exploite toutes ces technologies, c'est le domaine du data scientist. C'est une discipline qui s'appuie
sur des outils mathématiques, et statistiques, informatiques et de visualisation des données. Donc, elle se retrouve au carrefour entre les domaines de l'informatique, du monde de l'économie et du monde des recherches mathématiques. Donc, dans ce domaine de data science, un cycle habituel est exploité par les data scientists et cela se présente comme suit. Donc, les data scientists, après une récupération des données qui se fait généralement à travers des outils du scalping ou bien à travers des applications développées, passent d'abord au nettoyage de ces données afin de s'assurer de la consistance et de voir s'il y a des valeurs manquantes ou aberrantes. Puis, une exploration de ces données viendra afin de mieux comprendre les différents comportements ainsi de bien saisir les phénomènes sous-jacents. C'est en ce moment que la modélisation vient pour produire un modèle stochastique ou déterministe du phénomène à l'origine du donné. À partir du modèle, alors, on évalue le modèle pour voir sa capacité à résoudre la problématique posée avant de faire une interprétation et de déployer le modèle. Alors, en termes d'architecture, nous avons étudié l'architecture Big Data, l'architecture la plus utilisée de nos jours, qui est l'architecture Lambda, appelée Lambda par ses développeurs. Alors, cette architecture permet aux data scientists, au domaine du big data d'une manière générale, de pouvoir obtenir des requêtes d'une manière presque instantanée. Dans un système, disons dans un système où le flux de données est énorme et se compte en temps réel, on a besoin parfois de voir le nombre de likes, le nombre de vues d'une manière automatique. Et pour cela, cette architecture qui se base sur des bases de données NoSQL est utilisée. Alors, elle utilise une base de données fixe qu'on appelle Master Dataset, puis une base de données Light qui est une base de données qui permet de vues temps réel. Alors, la base de données temps réel permet de récupérer les données récentes avant de les transférer dans la base de données stable. Mais entre-temps, les informations dans la base de données Light seront visibles par les requêtes. C'est cette architecture que nous avons proposée dans notre travail. Alors, nous passons sur la définition de quelques concepts. On avait parlé du machine learning, donc on aimerait ici préciser un peu sa définition, qui est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre. Donc un champ d'étude de l'intelligence artificielle. La data science, comme on le disait tantôt, c'est cette discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques et statistiques. Et maintenant, le deep learning, quant à lui, c'est ou en français, disons, apprentissage profond. Donc, lui, il désigne un ensemble de méthodes du machine learning tentant de modéliser avec un haut niveau d'abstraction des données grâce à des architectures. Alors, nous passons, honorables membres du jury, dans la deuxième partie de notre présentation. Et dans cette partie, nous allons vous présenter quelques algorithmes que nous avons pu étudier. Et compte tenu du temps, on a énuméré 4 algorithmes pour le domaine du machine learning, qui sont l'algorithme du KNN, ou de l'anglais K-nearest neighbor, pour dire les voisins les plus proches, comme l'explique l'image illustrative. Donc, elle permet de choisir les cas donnés les plus proches d'un point et calcule leur distance du point. Donc, en prenant un point, en calculant sa distance des points qui sont voisins à lui, on peut déterminer dans quelle classe ces points peuvent appartenir. Donc, c'est ça l'algorithme
du KNN qui il est simple et précis à implémenter. Bon, cependant, il est coûteux en mémoire car besoin de récupérer toutes les données avant de prédire. Alors, maintenant, nous allons présenter les K-means. Cet algorithme, K-means, un deuxième algorithme utilisé en machine learning, qui est une méthode de partitionnement des données ou clustering, et à partir d'un nuage de points, ça permet de minimiser la distance. À partir d'un nuage de points, on peut diviser. Et à partir d'un nuage de points, l'algorithme du K-means nous permet de diviser ces nuages de points en termes de clusters ou groupes. Et dans chaque groupe, la moyenne du point de ce groupe nous permet de déterminer la position d'un point à partir de ce groupe. Pour cet algorithme, on peut l'exploiter pour déterminer, par exemple, pour cibler les publicités ciblées, par exemple. Donc, pour diviser les utilisateurs et les cibler en termes de publicité, selon certaines caractéristiques, on exploite cet algorithme. Alors, cet algorithme, et comme tous les algorithmes du machine learning, sont minimisés par des fonctions mathématiques, et notamment ici, la distance euclidienne nous permet de minimiser en fait l'erreur que produit le modèle. Alors, pour cet algorithme, nous dirons qu'il est aussi simple, il est rapide à implémenter. Cependant, il est beaucoup plus lent à mesure que la donnée devient très importante. Alors, nous continuons très rapidement avec la régression. Et alors, ici, on explique de manière linéaire une variable y en fonction de x. Voilà, donc x est une variable explicative et y est une variable dite expliquée. Donc, l'avantage de cet algorithme, c'est sa simplicité, parce que il ne pose pas de question des hypothèses. Ces inconvénients, il se limite au problème de deux variables. Donc, ne nous permet pas d'utiliser dans le problème plus que cela. Alors, le naive Bayes, quant à lui, il nous permet, lui, de l'utiliser dans un problème à plusieurs variables, car c'est un classifieur basé sur le théorème de Bayes. Et là, tout ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer que les variables sont indépendantes. Alors, pour les algorithmes de deep learning, nous allons vous présenter, nous avons étudié plusieurs algorithmes de deep learning dans notre travail, notamment le réseau des neurones artificiels. Alors, ce réseau de neurones qui est un type de réseau organisé à plusieurs couches, à partir de plusieurs perceptrons liés entre eux, et ça donne un réseau qui, d'une information entrante, permet de donner une information sortante. Donc, ça fonctionne comme un perceptron d'une façon linéaire, mais mis ensemble entre eux, cela permet de donner un réseau profond. Alors, pour ces réseaux, l'avantage, c'est sa capacité à représenter les fonctions linéaires et complexes. Mais son inconvénient, c'est parce qu'il y a l'absence de méthodes systématiques pour détenir le nombre de neurones à placer. Après cette brève présentation sur les algorithmes d'apprentissage, algorithmes qu'on a amplement détaillés dans notre travail et exploités également, pour les réseaux du deep learning, compte tenu du temps, nous avons décidé de présenter l'algorithme du réseau des neurones artificiels. Au-delà de ça, nous avons établi des critères de comparaison. Ces critères, nous nous sommes inspirés des études qu'on a trouvées et des analyses qu'on a aussi effectuées sur les données. Alors, les critères
pour faire un choix d'un algorithme dit optimal, cela ça dépend nécessairement de la précision des prévisions. Pour avoir un algorithme d'apprentissage optimal, il faut s'intéresser à la précision des prévisions, à la durée de la formation, la durée que prend cet algorithme sur un dataset de donner un résultat, la quantité de données nécessaires à l'apprentissage et sa facilité de mise en œuvre. Donc, aussi sa facilité d'explication. Donc, sur ces critères, nous avons pu évaluer les différents algorithmes qu'on a pu rencontrer. Alors, ici, nous allons présenter un bref tableau récapitulatif sur des études qu'on a fait sur ces algorithmes à travers des datasets open source qu'on a pris sur Internet et à partir desquels on mesure le pourcentage d'erreurs pour enfin faire une évaluation qu'on a présentée dans notre document. Alors, d'une manière brève, ici nous présentons l'algorithme du KNN, de la progression linéaire, du KMIS, du Naive Bayes et du réseau de neurones, algorithme qu'on a bien voulu vous présenter tout à l'heure. Alors, pour les KNN, déjà pour son utilisation, il est possible d'utiliser les KNN pour un problème, que ce soit de la régression ou un problème de classification. Parce que, comme on avait vu, des points qui sont voisins, à partir de ces points voisins entre eux, on pouvait classer le point, et en classant ces points, on peut déterminer une droite de régression. Pour la régression linéaire, comme son nom l'indique, elle s'arrête juste sur la régression. Les cas mis classification, donc les cas moyens, ça permet de classifier, comme on l'avait expliqué, classifier par exemple des utilisateurs, voilà, pour pouvoir les cibler en termes de publicité. Et Naive Bayes, lui, également pour la classification. Et le réseau de neurones, lui, il nous permet à la fois de faire de la régression et aussi de la classification. Donc, sur les tests qu'on a fait sur un dataset open source, nous avons pu remarquer qu'en dehors du réseau de neurones, pour les 5 algorithmes que nous présentons ici, il n'y a que le réseau de neurones qui est un peu plus lent, dû aussi par rapport à sa formation. Donc, du fait que l'algorithme du réseau des neurones fait appel à plusieurs perceptrons entre eux, cela nous a permis de remarquer aussi à travers les données sa lenteur dans l'étude. Alors, en termes de paramétrique, ça c'est son exploitation en termes d'algorithmique. Ici, il y a ceux qui sont paramétriques ou non. Donc, en termes pour des questions de temps, nous avons bien voulu faire ce bref aperçu sur ce tableau récapitulatif, sur cette étude. Bon, honorable membre du jury, monsieur le président du jury, maintenant nous sommes arrivés à la partie panorama des outils utilisés, et dans cette partie, nous vous présentons les différents outils qu'on a pu tester. Alors, ils sont nombreux. Certains utilisent certains proposent les mêmes fonctionnalités, d'autres pas. Certaines sont spécialisées dans certaines études. Par exemple, Scikit-Learn, c'est cette bibliothèque qui, dans sa constitution, nous permet de faire appel à des algorithmes du machine learning ou du deep learning en toute simplicité. Alors, par exemple, OpenCV, lui, c'est cet outil qui nous permet de faire de la détection d'images à travers des algorithmes de réseau de neurones. C'est la même chose avec TensorFlow, une librairie récemment développée par Google. Donc, nous allons passer
en fait, et aussi ces outils, on les a étudiés selon leurs forces, faiblesses et spécialités. Donc ceux-là qui sont plus forts en machine learning, ceux-là qui sont plus adaptés pour les algorithmes de deep learning. Alors ici, parmi les algorithmes qu'on a utilisés et qu'on pourra encore importer tout à l'heure dans notre démonstration, nous allons parler du Pandas. Alors Pandas, c'est une bibliothèque déjà ancienne, disons, mais très développée aujourd'hui, qui nous permet de lire des informations dans un fichier CSV et aussi pu utiliser des outils de graphique, de présentation graphique. Et on a aussi étudié des outils dédiés aux profanes qui sont appelés les AutoML. Donc ces outils, c'est basant sur les outils précédemment cités, sont par exemple AutoKeras. À partir de son nom, on remarque que c'est Keras dédié aux développeurs. Alors, après cet aperçu sur les outils du machine learning, du deep learning actuellement utilisés, nous allons présenter les outils que nous avons utilisés pour étudier ces algorithmes. Et pour cela, nous avons eu besoin de Jupyter, une plateforme qui nous permet de développer nos algorithmes en direct et voir les résultats, qui est incorporé dans Anaconda, qui est un agrégeur des outils data scientist. Alors, en termes de langage, nous avons pu bien tester le langage R, mais nous sommes plus focalisés sur le langage Python que nous maîtrisons mieux. Donc, Monsieur le Président du jury, nous allons passer à la phase démo. Donc, voilà, nous nous connectons, nous lançons notre Anaconda Navigator et à partir de là, nous utilisons l'outil Jupyter. Donc ici, dans cet espace, nous avons pu réaliser nos tests et en ce qui concerne la démonstration que nous aimerions faire, donc nous avons récupéré des données open source concernant des opérations, des transactions bancaires. Donc ces données sont naturellement cryptées pour ne pas mettre en danger les utilisateurs, et ils sont mis à la disposition des chercheurs pour pouvoir explorer et tester des modèles. Alors ces données que nous avons utilisées modestement, on n'a pas utilisé des données un peu trop larges comme les feraient des experts data scientists. Donc nos données sont structurées comme suit. Donc dans notre fichier, il y a ces différentes colonnes qui représentent l'heure de la transaction, et les données se font pour l'espace de travail d'un mois, les types de transactions qui peut être un cash-in, une sortie d'argent, un paiement ou un transfert, et le montant des transferts, le nom de la personne qui émet, l'ancienne balance, la nouvelle balance, le nom du destinataire, l'ancienne balance du destinataire, la nouvelle balance du destinataire, et surtout, ces données ont deux informations qui nous intéressent: is fraud, is flagged fraud. Donc, dans cette banque, ils ont déjà dans leur base de données, il y a déjà des utilisateurs frauduleux reconnus et tagués. Il y a des utilisateurs frauduleux qui ne sont pas tagués.
Donc, c'est pour ça que dans leur base de données, il y a l'information is-fraud pour s'interroger si la transaction est frauduleuse ou pas. Et si elle est taguée frauduleuse. Taguée frauduleuse, cette information est propre à l'entreprise. Donc, taguée frauduleuse, ce sont des opérations qui se font, des transferts qui dépassent une certaine somme. Alors, comme nous l'avons présenté dans le cycle d'études, notre travail commence par un chargement, une récupération des données, une récupération, d'abord un chargement des bibliothèques. Et ici, on peut remarquer que nous avons pu utiliser Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn, pour ne citer que cela. Alors, on observe un peu notre data. Donc, ici, c'est pour demander, on s'est interrogé sur les informations contenues dans la data et on se rend compte qu'on a plus de 6 millions d'insertions et avec 6 colonnes, comme on l'avait présenté précédemment, donc les 6 colonnes qui sont dans la table. C'est pourquoi nous avons essayé, vu que c'est très long, on a essayé de voir juste les 5 premières informations. Donc on peut remarquer que voilà, il y a le titre, il y a le coût, il y a le nom de la personne originaire qui est cryptée, la balance qui n'est pas cryptée, elle, et la nouvelle balance, et voilà. Donc, sur ces données, une fois récupérées, nous avons continué à